Monsieur François Burgat, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en Tunisie. Alors, vous êtes politicologue. Vous avez été jusqu'au mois d'avril directeur de l'Institut français du Proche-Orient. Vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes dans le monde arabe. Vous dirigez depuis l'IRENAM, où vous êtes chercheur actuellement, c'est ça, le programme WAFAO, c'est-à-dire When Authoritarianism Fails in the Arab World. Vous êtes également membre du European Council on Foreign Relations. Donc, parmi vos livres, on peut citer l'islamisme au Maghreb, la voie du Sud, l'islamisme en face, l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, et j'en passe. Donc, nous aimerions aujourd'hui discuter avec vous, puisque vous êtes parmi nous, de la situation politique actuelle en Tunisie, des printemps arabes et des transformations que connaît la région. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre, c'est-à-dire 2 ans exactement après l'élection démocratique du premier organe de représentation pluraliste en Tunisie, c'est-à-dire l'Assemblée nationale constituante, qui a nommé le premier gouvernement démocratique responsable en Tunisie. Le bilan de ces 2 ans est fait de plusieurs éléments que certains appellent positifs, c'est-à-dire des réalisations, mais aussi de plusieurs déceptions. Surtout pour ceux qui pensaient que la construction de la démocratie allait être aussi rapide et facile que le départ de Ben Ali. Parmi ces réalisations positives qui marquent la fin de l'autoritarisme de l'ancien régime, on peut citer le fait que le gouvernement lui-même ait réuni une coalition de partis mettant fin à l'ère de la domination du parti unique et réunissant des islamistes modérés et des laïcs modérés pour gérer la transition vers la démocratie. Donc, ce qui a caractérisé la position de cette coalition, c'est majoritairement un attachement au dialogue et la construction du consensus. Malgré cela, on parle aujourd'hui d'une crise majeure que traverse le processus de transition démocratique. Comment, aujourd'hui, jugez-vous cette situation? Je vous laisse la parole. Belle question. Je vous remercie de votre invitation. Ça me fait plaisir de m'exprimer en Tunisie, où j'ai laissé énormément de souvenirs agréables, des souvenirs très anciens. Donc je prends un petit peu appui sur l'histoire longue pour vous répondre, mais je prends aussi appui sur la géographie arabe au sens le plus large du terme. Je dirais d'abord que la Tunisie m'apparaît comme le pays où les choses se passent le moins mal. À l'échelle arabe, nous ne sommes pas en Syrie, pas besoin d'explication. Nous ne sommes pas en Égypte, nous ne sommes pas au Bahreïn où rien n'a pu se produire. Nous ne sommes pas dans les autres États où le conservatisme et l'autoritarisme a gardé la main. Donc nous sommes bien en Tunisie dans une situation complexe qu'il ne s'agit pas de simplifier, d'euphémiser et de lire sur un mode euphorique. Nous sommes dans une situation qui est beaucoup moins mauvaise que la plupart des pays de la région. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, oublions le mot islamiste pendant quelques minutes. Disons simplement qu'arrivent au pouvoir des forces politiques dont la toute première caractéristique est d'avoir été coupées de la haute administration, de l'expérience de la haute administration, de l'expérience du monde des affaires à son plus haut niveau pendant 30 ou 40 ans. Donc, oublions le mot islamiste, le défi des partis qui se sont dévoués ou, disons, auxquels la population a donné le signal de la confiance pour jouer un rôle central dans la sortie de l'autoritarisme, ce sont des partis qui doivent surmonter avant toute chose le défi d'une inexpérience relative de la gestion d'une économie et d'une société complexe traversée de tensions multiples. Alors si on rajoute le mot islamisme, ça ne nous apportera pas grand-chose. Le second des grands défis que doivent relever les partis qui arrivent au pouvoir, comme cela a été jusqu'à un certain point en Égypte, le second grand défi, c'est de ne pas céder à la tentation de faire primer le lien politique de confiance sur le recrutement des compétences, des savoirs. Le premier défi, je pense, des partis qui sont au pouvoir maintenant en Tunisie ou en Égypte, c'est
qu'est-ce qu'on fait des anciens, hein, quel est le mécanisme qui permet de réintégrer sur des bases politiques nouvelles les compétences acquises par des gens qui, oui, certes, avaient fait allégeance jusqu'à un certain point à un pouvoir inacceptable, oui, certes, avaient fermé les yeux devant certains mécanismes répressifs, mais dont il est évident qu'ils ne sont pas, qu'on ne peut pas les résumer à cette dimension de leur existence. Donc le grand défi, c'est quand même comment on réintègre dans le tissu politique actif l'ensemble des compétences, quelles que soient les appartenances politiques primaires. Alors bon, ce défi-là, eh bien, il a pu donner des fois lieu à des tensions, à des échecs. Il se peut que parfois, ici et là, la tentation de voir le parti prendre le pas sur les mécanismes de l'administration, sur les mécanismes de l'État, est abouti à certaines formes de dysfonctionnement. La Tunisie, encore une fois, vous l'avez dit, montre tout de même l'exemple, parce que le signal des urnes était un signal remarquable. Il n'y a pas eu de majoritarisme absolu, il y a eu la nécessité de penser la société sur une base plurielle, et ça, je pense que c'est un cadeau qu'a fait le ciel à Nahda, de l'obliger à penser une relation constructive avec d'autres que les membres de son parti. Alors bien sûr, ça s'est fait un peu plus avec des individus qu'avec véritablement des courants politiques, mais le principe est là, le principe de la nécessité de ne pas fonctionner en vase clos et d'admettre des mécanismes qui permettent de dépasser les appartenances politiques primaires. Et bon, donc de ce point de vue-là, moi je dirais sans euphorie, sans simplification, sans sous-estimer l'ampleur des difficultés, la Tunisie ne se porte pas trop mal, ou encore une fois, disons, la Tunisie se porte mieux que la plupart des autres pays de la région. Il faut redire en une phrase l'ampleur du défi qu'il y a à reconstruire le socle politique d'une nation qui sort d'un processus moi je caractérisais cela comme un processus de désinstitutionnalisation. C'est-à-dire que la société ne disposait plus des instruments juridiques lui permettant d'exprimer ses états d'âme, ses oppositions. Tout était fabriqué, tout était faussé, tout était tordu. Selon une formule que j'aime beaucoup, que j'emprunte à l'Égyptien Taraq al-Bishri, disait lorsque le droit ne reconnaît pas la réalité sociale, ou lorsque la réalité sociale n'est pas autorisée à avoir une expression juridique, la société devient schizophrène. Bien, la société tunisienne était schizophrène, en ce sens que la possibilité d'institutionnalisation des aspirations de la société dans sa diversité, parce qu'elle est divisée, la société, on est bien d'accord, mais n'existait plus. Tout était faussé par cette mainmise terrifiante d'un parti unique dont la principale ressource était la force. Et donc, cette difficulté de la phase de transition, il ne faut pas la sous-estimer, elle est énorme. Alors c'est Nahda qui s'y est collé, donc forcément il y a des difficultés. N'importe quelle autre formation politique aurait éprouvé les mêmes difficultés, donc c'est pour ça que je dis, oublions le mot islamiste pendant un certain temps. Il est extrêmement difficile de piloter la société égyptienne au sortir de Moubarak, parce qu'il y a cette énorme contradiction entre la volonté de tous les segments de la société de se réapproprier leur destin politique, et donc de lever le doigt et de demander des tas de choses, et puis alors une conjoncture économique, bien sûr, dont on sait qu'elle va être automatiquement plus difficile, l'attitude d'un environnement international qui est extrêmement suspicieux. La Tunisie n'a pas un vrai soutien franc et massif de l'environnement international. Elle n'a pas un vrai soutien franc et massif de l'environnement arabe. Il y a dans le lointain et parfois même dans le voisinage ce que j'appelle affectueusement l'association Dictateurs sans frontières, c'est-à-dire tous ceux qui ne souhaitent pas vraiment que puisse se produire chez eux quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé en Tunisie. Et donc, dans un contexte local très difficile, dans un environnement régional et international très difficile, il est évident que la tâche des gouvernants actuels de la Tunisie, comme ceux de l'Égypte post-Moubarak, était extrêmement difficile. Merci. Alors, comment jugez-vous de l'évolution du parti islamiste Al-Nahda en Tunisie?
vous avez parlé de cette épreuve du pouvoir. Hein. C'est une épreuve difficile par laquelle, c'est-à-dire pour n'importe quelle formation politique. Mais vous avez suivi cette formation politique depuis les années 80 et vous pouvez peut-être nous donner votre évaluation de l'évolution de ce parti islamiste depuis les années 80 peut-être jusqu'aux élections d'octobre 2011. Je ne sais pas si j'y parviendrai en quelques minutes comme ça, mais bon, il faut d'abord réaffirmer à tous ceux pour qui cette idée est un peu étrangère que bien évidemment les islamistes évoluent. Les islamistes sont comme n'importe quelle formation politique, même si la référence ultime, qui est une référence religieuse, a vocation à être intangible, la lecture qu'ils vont faire des sources qui inspirent leur action et leur relation aux politiques, elle va évoluer. Hein. Donc l'idée que parce qu'ils sont islamistes, ils ne vont jamais bouger, non, bien sûr. Alors, résumer en quelques phrases, c'est très très difficile, mais je dirais que l'attitude de Nahda illustre bien l'attitude du courant fondateur islamiste d'une façon générale. On part d'une posture qui est plus ou moins une posture de refus de ce qui est perçu comme le versant négatif de l'influence occidentale dans la culture et dans l'expression institutionnelle et politique de l'appartenance culturelle. Donc, on va réagir en disqualifiant assez systématiquement ce qui est perçu comme le produit d'une influence d'une force étrangère illégitime. Et puis, après se met en marche un dispositif plus sophistiqué qui consiste à faire la ségrégation entre l'essence des valeurs, vraiment ce qui est en jeu, et puis l'appareillage idéologique qui légitime une valeur. Donc au début, on peut avoir une posture relativement réactive. Les droits de la femme, c'est une invention de l'Occident. Donc on va avoir une posture complètement réactive à l'idée que la volonté de la femme d'élargir son autonomie au sein de l'espace familial et d'officialiser et d'institutionnaliser son accès à l'espace économique et politique, c'est quelque chose, c'est un truc d'importation, c'est suspect, on va résister au nom, non pas des principes, de la lecture que l'on fait de principes qui ont été lus dans des sociétés qui étaient à des moments différents de leur histoire et où, bon, les formes de patriarcat qui de toute façon ont existé dans toute la Méditerranée, toutes religions confondues, primaient. Donc l'évolution de Nahda sur le fond, hein, ça va être sa capacité à faire la ségrégation entre ce qui est conjoncturel, culturel et qui peut s'adapter, qui peut s'interpréter, et ce qui est hardcore, de quelque chose qui n'est pas négociable, hein, et qui constituerait une identité particulière justifiant des mobilisations qui résistent au temps. Donc cette dynamique-là, on peut parfaitement l'illustrer. Jusqu'à un certain point, on peut dire que Cheikh Rached Ghannouchi en a été une sorte d'avant-garde, hein, mais qu'on en trouve des échos dans, en gros, les courants des frères musulmans tout autour de la Méditerranée. Donc cette évolution-là, elle va être accélérée par l'épreuve de l'exil. Le parti Nahda a beaucoup souffert, mais il y a un versant positif à cette souffrance. De temps en temps, je me souviens, avec des amis musulmans qui me disaient « Oh, les juifs, ils sont partout, ils sont très forts. » Je disais « Mais pourquoi sont-ils très forts ?» Une des raisons de leur force est qu'ils ont été capables de capitaliser leur présence dans tous les systèmes culturels et économiques de la planète et d'en tirer